Bonjour à tous et bienvenue dans ce 228e numéro d'Immédiat. Avec moi pour commenter l'actualité médiatique de la semaine, Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Attentat de Strasbourg. Les médias avaient de nombreuses informations sur le terroriste, mais ont choisi d'observer une extrême prudence. Une soumission au politiquement correct inquiétante. Avant, pendant et après la manifestation du 8 décembre des Gilets jaunes, de nombreux médias ont voulu voir un reflux de la mobilisation. Sans succès. Après le discours d'Emmanuel Macron, certains journalistes ont pris sa défense avec ferveur. Un peu gênant. Et vous retrouverez le zapping et les tweets de la semaine. Ce mardi, le marché de Noël de Strasbourg a été la cible d'un attentat islamiste. Et ce tragique événement a évidemment fait la une de l'actualité. Donc cet appel à témoins lancé ce soir avec un visage, donc celui de Cherif Shekat, 29 ans, né à Strasbourg. Cette vidéo aurait pu être diffusée dès le soir de l'attentat, puisque tous les médias français avaient l'identité du suspect par des sources policières, et les médias internationaux n'ont d'ailleurs pas hésité à le faire. Sur Twitter, l'information a également très vite circulé, et pourtant, sur les médias français, tout était différent. Le tireur est un homme de 29 ans, de nationalité française, fiché S pour radicalisation en 2016. C'est un délinquant multirécidiviste qui a déjà effectué plusieurs séjours en prison. L'homme a été rapidement identifié par les autorités. Français, né à Strasbourg, il est âgé de 29 ans. Connu des services de sécurité, il est fiché S depuis 2016 pour des faits de droit commun. Lors d'un séjour en prison, il s'était fait remarquer pour violence et prosélytisme religieux. Alors c'est typique, on nous dit que c'est un Français, qu'il est né à Strasbourg, et on cache son visage que les médias ont, de même qu'ils ont son nom. Mais on cache l'essentiel, l'image et la réalité d'origine du personnage. Et quant à la religion, au lieu de parler d'islamisme, on parle de prosélytisme religieux. Tu parles. Alors, le clou du spectacle, si l'on veut, c'est une censure en direct de l'identité de ce terroriste. Dans la matinale de CNews, on va regarder tout de suite la vidéo. Je peux vous donner son nom, si vous voulez. On peut... De quoi ? L'individu en question, si vous voulez donner son nom. De source sûre ? Oui, on va attendre notre service police-justice qui travaille. Censure en direct, occultation, le nom, il faut le cacher. C'est effectivement ce qui ressort de cet extrait. Alors, pourquoi cette omerta ? Pourquoi ce silence sur l'identité précise du terroriste ? Sur LCI, on a la réponse. Ce serait la pire bêtise à commettre parce que derrière chaque Strasbourgeois, on va avoir potentiellement un justicier. Et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Surtout ce qu'il ne faut pas faire. Ça ne ferait qu'accentuer le climat anxiogène, particulièrement palpable depuis hier soir. Alors certains spécialistes ne sont pas de cet avis. On peut par exemple citer Frédéric Gallois, qui est l'ancien directeur du GIGN. Dans une traque, il me semble essentiel de diffuser le plus vite et le plus largement possible le portrait du tueur. Et puis, même avis pour Thibault de Montbrial, qui est avocat et qui déclare « Compte tenu des circonstances exceptionnelles, on se demande pourquoi cette fiche n'a pas été diffusée dès les premières heures. » Alors, Jean-Yves, c'est la question que se posaient beaucoup de Français, beaucoup d'internautes. Et finalement, elle a fini par être diffusée. Pourquoi avoir autant attendu ? Alors, d'abord, les deux spécialistes que vous citez, qu'on devrait inviter dans les médias comme experts, là, on ne les a pas vus sur les grands médias. Et Dieu sait s'ils connaissent les sujets, puisque l'un est avocat spécialiste dans les questions de sécurité intérieure, et l'autre, comme vous l'avez dit, Nicolas, est l'ancien patron, l'ancien chef du GIGN. Et donc, ils disent l'intérêt public, c'était de faire connaître le nom et le visage du personnage. Et en fait, pourquoi on ne l'a pas fait ? Parce que l'intérêt politique était d'essayer de camoufler qu'il s'agissait d'un islamiste immigré, multirécidiviste, qui n'avait rien à faire ou qui n'aurait rien eu à faire en France, parce qu'il n'est pas seulement français, il était franco-algérien, donc on aurait pu le déchoir de la nationalité française. Et donc l'intérêt, c'était de cacher cela. On a d'ailleurs eu cette scène hallucinante où le ministre de l'Intérieur ou le sous-ministre de l'Intérieur, M. Nunez, a dit « mais on ne sait pas la motivation, on ne sait pas qui c'est », après que le procureur, lui, l'ait dit. Voilà. Donc les mieux informés ont faim de ne pas être informés et ont imposé une sorte de censure, une sorte de silence
à la presse qui s'y est soumise. Moi, j'ai découvert 20 heures après ce que j'avais vu sur le Salon Belge, le Nouvel Observateur qui nous disait, voilà, on sait, avec cette presse-là, on ne peut évidemment rien savoir, ce qui veut dire, chers amis, qu'il faut aller sur les médias de réinformation si vous voulez les informations complètes et les informations en premier. Ne faites pas confiance aux grands médias, qui sont des médias de grand chemin, qui font de la propagande, parce qu'en fait, l'objectif, c'était de cacher le caractère, cacher autant qu'on pouvait le faire d'ailleurs, cacher le caractère islamiste, cacher quelle était la nature du personnage. Le fait d'ailleurs qu'on nous dise qu'il soit français, c'est presque plus grave. Parce que ça veut dire que français, ça ne veut plus rien dire, puisque un type qui commet des attentats islamistes, il n'est pas de cœur, il n'est pas de culture, il n'est pas de civilisation française. Donc c'est presque plus grave. Ce serait moins grave s'il était étranger d'un certain point de vue. Alors toujours dans cette idée de dissimulation, en tout cas d'éviter les amalgames hâtifs, on va dire, de la part des médias, on a l'emploi de nombreuses périphrases pour qualifier le terroriste, puisque il est sur BFM traité d'assaillant. Donc on va regarder la vidéo tout de suite. On est en plein cœur de Strasbourg, juste à côté des 3 lieux où l'assaillant a fait feu cette nuit. Sur CNews, ce serait un homme qui a ouvert le feu. Un homme a ouvert le feu à proximité du marché de Noël de Strasbourg, en plein cœur de la capitale de l'Est. Et sur une autre vidéo, bien BFM parle donc d'un assaillant et non pas d'un attentat, mais d'une attaque. Pour vous donner un ordre d'idée, nous nous trouvons vraiment juste à côté des lieux où s'est déroulée l'attaque. Entre 20h et 21h, il y a eu 2 affrontements entre l'assaillant et les militaires de l'opération Sentinelle. Oui, alors je trouve quand même que les médias exagèrent dans les précisions. Un homme, c'est un peu genré quand même. C'est vrai que c'est un petit peu préjugé de son D'abord, genre. est-ce qu'il se ressent homme? Peut-être qu'il a une autre vision des choses. Un petit peu genré, là. Je trouve qu'ils sont limite politiquement incorrects, là, alors, quand même. à sa décharge, il semblerait qu'il soit donc musulman et radical. Donc, à mon avis, les questions LGBT et autres ne sont pas ses premières préoccupations. Bah, peut-être, mais enfin, il faudrait quand même... Il faut s'ouvrir. Bon, d'accord. On n'a pas encore sur un terroriste transgenre, a priori. Donc toujours dans cet usage de périphrase, France 3 qui parle d'une attaque meurtrière ou d'une fusillade à Strasbourg, Le Monde qui parle d'une fusillade également, Le Parisien qui parle d'une attaque, Libération également qui évoque une attaque à Strasbourg. Alors, sur le terme attaque précisément, est-ce qu'on est sur le même schéma que pour... C'est de la novlangue, on emploie attaque, on emploie toutes les périphrases qui permettent d'éviter le mot attentat islamiste. Qu'est-ce que c'est? C'est un attentat islamiste. Et que cherchent les médias? Eh bien, à dire autre chose. Alors, il faut savoir que on attend d'éléments formels. La prudence est peut-être requise, mais c'est vrai qu'on pourrait leur faire le reproche, cependant, de ne pas envisager l'hypothèse. Alors, ils pourraient au moins envisager l'hypothèse, et en l'occurrence, il y a déjà énormément d'informations, puisqu'il y a le témoignage du chauffeur de taxi qu'il a pris en charge après que le taxi qui a été pris en otage, après son attentat. Donc il n'y a plus de doute. Et puis il y a déjà des témoins qui Il y a plus de doute, il y a des témoins, il y a le chauffeur de taxi, il n'y a plus de doute. Qu'on soit prudent, oui, c'est normal d'être prudent. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas de la prudence, c'est de la manipulation, c'est de l'occultation. Alors, autre parole mise en avant par les médias, celle de ses amis, prétendus tels, puisqu'on a LCI et CNews qui donnent la parole à 2 personnes. On va voir la vidéo tout de suite. C'était vraiment quelqu'un de très calme, je comprends pas. C'est une personne gentille, on n'aurait pas douté qu'un jour elle aurait pu faire ça ou en arriver là. Petite précision après visionnage de cette vidéo, eh bien, la deuxième personne qui parle, le deuxième ami du suspect terroriste, eh bien, finalement, sur son compte personnel Snapchat, il annonce qu'il n'est pas son véritable ami et qu'il a décidé de piéger CNews et LCI. Donc il a fait ça pour la gloire. Donc ce ne serait pas, avec la prudence qui s'impose, ce ne serait pas un véritable ami du suspect terroriste. Alors, Jean-Yves, malgré tout, on a ces paroles-là mises en avant. Alors, c'est très intéressant, parce que pourquoi ces paroles-là sont mises en avant? Parce que c'est le bougli-bougla habituel, le terroriste, le type qui a été 27 fois poursuivi, 27 fois condamné, multirécidiviste. C'est un type gentil, c'est un type sympa.
il fait traverser les vieilles dames dans la rue, parfait. C'est le numéro à chaque fois. Et qu'est-ce qui se passe ? Ce garçon, qui parle d'ailleurs, c'est assez amusant, avec un léger accent alsacien, ce garçon qui piège LCI et CNews, pourquoi il les piège ? Parce qu'il tient le discours qu'ils attendent. C'est-à-dire, il sait que le discours, il a vu, il prend modèle, c'est du mimétisme. Il sait que s'il dit le gars est gentil, c'est un bon gars, etc., on va le reprendre. Et il les piège. Les gens disent ce que les médias attendent d'eux, puisque de toute façon, les médias de grand chemin ne passent que ce qui correspond à ce qu'ils veulent montrer. Voilà, c'est une démonstration parfaite. Effectivement. Et alors, il y a un autre point légèrement différent, mais qui est quand même très lié à cette question de l'acte terroriste à Strasbourg. Eh bien, c'est les accusations multiples de complotisme contre les Gilets jaunes. Ça a été un leitmotiv des médias ces dernières heures, ces derniers jours. C'est la reprise de vision complotiste de certains Gilets jaunes pour les monter en épingle. On a par exemple l'Express qui parle de Gilets jaunes qui crient au complot. Sur RTL, eh bien, des théories du complot qui circulent sur les groupes Facebook des Gilets jaunes. Et puis, on a cette revue de presse d'Askolovitch qu'on va écouter tout de suite. Et ce que vous allez entendre maintenant dans cette revue de presse est l'absolu contraire du journalisme, mais c'est pourtant ainsi que beaucoup de gens pensent s'informer. Et c'était donc le complot qui spontanément venait à l'esprit de Flyrider Nicole, habitué des plateaux télé, je le répète, et qui demande, c'est quand même un signe, à ceux qui le suivent de vérifier tout ce qu'ils entendent, y compris de ses bouches, comme si rien ne pouvait être vrai. Et puis, sur le 20h de France 2, eh bien, l'œil du 20h a interrogé un expert, on l'écoute. Ces théories du complot fleurissent après chaque attaque. Car selon cet universitaire, le raisonnement des complotistes est toujours le même. Le complotiste, celui qui va adhérer fortement à des théories du complot, part, lui, de la conclusion. Sa conclusion, c'est qu'il y a eu un complot. Alors, complot ou pas, eh bien, les médias ont largement relayé les appels à ne pas manifester ce samedi qui émanent de différents politiques. Et donc, bien Jean-Yves Le Gallou, est-ce qu'il y a eu complot ou pas? En tout cas, le traitement médiatique de viser les Gilets jaunes spécifiquement dans le traitement du complot est quand même massif. C'est-à-dire, est-ce que ça a été une volonté médiatique de viser les Gilets jaunes délibérément? Enfin, je pense que c'est une volonté médiatique, etc. Parce que quelle est la méthode? On prend quelques tweets ou quelques posts Facebook, il y en a des milliers, des dizaines de milliers, et on les met en avant pour apporter la démonstration qu'on veut, à savoir que les Gilets jaunes seraient complotistes. Alors il y en a peut-être qui ont pensé que le gouvernement avait intérêt à faire ça. Le gouvernement ne l'a sûrement pas fait, mais il en tire profit, évidemment, et les médias utilisent l'affaire au profit du gouvernement pour dire il ne faut pas manifester. Moi, je suis frappé, je regarde sur mon téléphone les news d'Apple. Bon, enfin, je les regarde, elles me sont envoyées d'ailleurs, c'est pour moi qui les cherche. Et j'ai été très frappé, dans les 24 heures qu'ont suivi l'événement, ce qui sortait le plus souvent, ce qui était le plus souvent visible, ce n'était pas ce qui concernait l'attentat, c'était ce qui concernait la démarche complotiste ou soi-disant complotiste des Gilets jaunes. Donc il y a vraiment eu un traitement là biaisé. Ce serait d'ailleurs intéressant. Ce serait intéressant que Logine nous fasse une petite étude sur la manière dont Apple sélectionne ses news, parce que là aussi il y a manifestement un biais idéologique et politique. Et s'il y a des algorithmes, ils doivent être sacrément bricolés. Effectivement. Et passons à notre zapping qui lui n'est pas bricolé. L'espace médiatique aujourd'hui représente l'opinion publique de à peine un quart des Français. Ce que je défends, c'est la souveraineté du peuple et c'est la défense aussi du patrimoine de la France qui est en train d'être bradé à l'heure où nous nous parlons. Il y a des amis de M. Macron extrêmement proches de lui qui sont des banquiers internationaux, dont M. par exemple Bernard Mourad qui vient d'être nommé à la tête de Bank of America France, qui est en train de vendre Aéroport de Paris, qui est une entreprise rentable pour l'État, qui rapporte à l'État. Il s'apprête aussi à vendre la Française des Jeux et beaucoup plus grave, il s'apprête à vendre les barrages. Mais monsieur, vous révélez rien du tout, tout ça est connu, tout ça est public. On a commencé par exclure du champ médiatique des personnalités telles que Jean-Marie Le Pen, des gens comme Dieudonné, puis ensuite, de façon beaucoup plus massive, tous ceux qui avaient osé voter non au référendum de 2005. Aujourd'hui, force est de constater que ces gens-là sont très, très, très largement majoritaires et qui plus est, sont réfugiés sur Internet depuis une génération. Donc ils y ont développé un savoir-faire dialectique, ils ont développé des échanges d'idées, des courants politiques, une multitude de choses qui n'apparaissent jamais dans les médias mainstream ou alors à des fins de caricature. Est-ce que vous pensez que les Gilets jaunes
sont forcément illettrés ou incultes. Est-ce qu'on n'a pas le droit d'être un simple citoyen et d'avoir une pensée politique et de s'intéresser à ce qui se passe autour de nous ? Les gilets jaunes que je vois régulièrement ici même, ils ne parlent pas comme vous. Parce que vous êtes un faux gilet jaune, je vous dis. C'est tous ces gens qui balancent leur respect à la tête des autres, et en particulier des humoristes et des dessinateurs, en leur disant au nom du respect, vous ne devez pas plaisanter sur moi. Là aussi, ça devient de plus en plus compliqué, votre boulot. C'est aussi pour dire et pour continuer à dessiner comme l'ont fait mes valeureux camarades tombés sous les balles imbéciles lors des attentats de Charlie. Je dois honorer leur mémoire aussi en disant nous ne reculons pas, nous continuons à dessiner les choses insoutenables. 8h30, bienvenue dans la matinale CNews. À la une, l'économie française victime du mouvement des Gilets jaunes. Parce que cet homme a été fabriqué 1 an avant l'élection, les Français ne le connaissaient pas. C'est le système médiatique, c'est la banque Rothschild qui ont fait en sorte qu'il arrive là où il est. Il était conseiller à l'Élysée, il a été ministre à Bercy, il n'est pas... Non, il a aucun itinéraire politique et je pense que c'est vraiment un des points principaux du problème. Attention, quand on accuse le président de la République d'être sorti de la banque Rothschild, c'est très dangereux. Vous n'avez pas dit Crédit Agricole ou BNP. C'est pas là qu'il travaille. Ça pourrait avoir des relents antisémites. Attention. Est-ce qu'il va y avoir de nouveau un jour un dessinateur qui osera représenter Mahomet, ou ça c'est terminé? Ils ont gagné, les terroristes, là-dessus? Je pense que sur ce sujet précis-là, oui, ils ont gagné parce que celui qui voudrait représenter le prophète, le Mahomet, prendrait un risque inconsidéré. Il y a un moment donné, stop, faut trouver des solutions, vous êtes payé pour, et le but c'est de faire payer plus, travailler plus. Mais c'est pas le but, hein. Moi, ma mère, elle a 65 ans, elle travaille encore, elle gagne 700 balles par mois, donc c'est pas théorique pour moi. Votre mère, elle travaille et elle gagne 500 balles par mois. Et vous n'êtes pas gilet jaune. Mais... Est-ce que c'est envisageable, ce référendum que demandent les Gilets jaunes? Je pense que vous faites un référendum d'initiative populaire sur la migration aujourd'hui, par rapport à du vécu que j'ai vu dans des frontières, dans le sud de la France, des gens qui le vivent difficilement. Ils voudraient certainement qu'il serait beaucoup plus dur que la sagesse qu'on a eue à l'Assemblée nationale. La démocratie vous dérange? Non. La sagesse qu'on a eue à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'en fait, il y a démocratie tant que les gens sont d'accord avec vous. Des casseurs et des pilleurs, la justice en a jugé aujourd'hui, comme ce mineur qui ressort libre du tribunal. Moi, ils m'ont arrêté avec 8 survêtements Lacoste, oui, et 2 paires de Ray-Ban. En plus, j'ai la veste aussi, je l'ai volée. Donc, ils m'ont pas cramé. Il se dit prêt à commettre de nouveaux vols. Samedi prochain, je vais prendre 2-3 trucs. Oui, alors beaucoup de choses intéressantes dans ce zapping. Je ne vais pas trop revenir sur le conflit Gilets jaunes-médias parce qu'on va en parler. On voit très bien à quel point les Gilets jaunes sont quand même pas très bien accueillis de la part des journalistes qui sont dans le camp d'en face. Il y a le camp des journalistes, il y a le camp des Gilets jaunes, mais on va en parler. Alors, il y a plusieurs choses quand même à souligner. D'abord, l'impunité des pillards. On voit ce pillard qui est interrogé et qui est ressorti libre. En plus, il se vante d'avoir grugé la justice puisqu'il est arrivé avec un vêtement volé. Il n'avait peut-être pas d'autres vêtements que volés. Il faut aussi quand même être un peu indulgent avec ce garçon. Bon, ce qui est, je trouve, particulièrement intéressant, c'est ce que nous dit l'intervenant sur France Culture, qui est un professeur à Sciences Po, plutôt libertaire, et Bellepin, et qui nous dit « l'espace médiatique représente un quart de l'opinion française ». Et je crois que ça, c'est très très vrai. Il y a des débats, mais entre gens qui pensent la même chose, et l'ensemble représente effectivement un quart de l'opinion française. Ça tombe bien, c'est le quart Macron. Voilà. C'est les quarts Macron, il y a le quart Macron, là, voilà, le quart Macron, ça représente... Alors, évidemment, après, ils s'étonnent, les médias, de susciter une certaine hostilité. Oui, forcément, il y a les 3/4 qui ne se sentent pas représentés et qui finissent par s'en apercevoir. Car je crois que le phénomène nouveau, c'est le fait que l'opinion se rend compte de plus en plus de la malveillance des médias à l'égard des 3/4 de l'opinion française. Et puis, il y a cet aveu, je dirais à la fois courageux, mais courageux d'aveu d'une lâcheté ou d'une faiblesse, de Géluc, le dessinateur du Chat, un homme de gauche,
un bon dessinateur, assez drôle, assez noir, souvent, et qui dit, bah voilà, nous les dessinateurs, nous les humoristes, on ne peut plus représenter Mahomet. Voilà. Donc, les musulmans ont gagné, le délit de blasphème. Les terroristes ont gagné. Les terroristes ont gagné, ouais. Enfin, les musulmans ont gagné, globalement, parce que les musulmans, ils interdisent le blasphème. Donc, au-delà du terrorisme, vous avez raison de me reprendre, mais moi, je reprends votre reprise, si je puis dire. Les musulmans ont gagné, je dis, les musulmans ont gagné, parce que dans l'islam, la représentation de Mahomet, c'est un blasphème. Eh bien, c'est bien considéré comme cela aujourd'hui. Alors peut-être qu'ils ont gagné avec l'aide des terroristes, mais le fait est là, il y a blasphème. Le délit de blasphème est rétabli pour l'islam. Et puis, dernier point, il y a le gros député En Marche qui nous dit « Ah là là, le référendum d'initiative populaire, c'est épouvantable. Si les Français votaient, ils seraient contre l'immigration, ils seraient pour la peine de mort, c'est épouvantable. Heureusement que nous, les députés En Marche, on est là pour défendre le camp du bien, en quelque sorte. C'est toujours le quart. C'est le quart, c'est la dictature du quart, le quart politique, le quart médiatique. Ça finit par être insupportable. Alors passons au deuxième sujet, Gilets jaunes, les médias, partie de l'ordre. Avant la manifestation du 8 décembre, eh bien, il y a eu une véritable stratégie de la tension médiatique avec, par exemple, Le Figaro qui évoque la radicalité des Gilets jaunes et une dérive violente des radicaux de tous bords. On a également Le Monde avec un titre éloquent « Les autorités n'attendent que quelques milliers de personnes, mais des gens ultra-violents ». Alors il y a deux idées dans ce titre. Premièrement, qu'il n'y aura pas grand monde à cette manifestation. Et deuxièmement, eh bien, que ce seront uniquement des radicaux. On a toujours sur Le Monde Emmanuel Macron qui est présenté comme une victime qui lancerait un appel à l'aide. Et puis Le Parisien, par exemple, relaie une tribune signée par diverses personnalités et puis des anonymes également pour transformer la colère en débat. Alors, Jean-Yves Le Gallou, sur cette tribune de personnalités, est-ce qu'il y a quelque chose à dire éventuellement ? Je crois, si vous voulez, on a longtemps présenté le monde culturel, le monde artistique, comme le monde journalistique d'ailleurs, comme un contre-pouvoir. Et en fait, on voit très bien dans cette affaire que ce n'est pas un contre-pouvoir, ce sont les défenseurs du pouvoir. Et je dirais même, ce n'est pas le contre-pouvoir, ce n'est pas le quatrième pouvoir. Là, je parle des artistes, des cultureux, des journalistes. C'est presque le premier pouvoir parce que c'est le pouvoir sur les esprits. Ils disent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je crois que ça fonctionne de moins en moins. Parce que ça fonctionne de moins en moins parce que maintenant, ça se voit. C'est-à-dire quand vous avez toute une série... On est habitué que les artistes... les gens qui vivent de subventions publiques quand même, ils se manifestent pour des causes. Et là, ils se manifestent contre une cause. C'est vrai. Donc, ils jettent le masque. Et ça, je crois que ça va laisser des traces extrêmement importantes. Extrêmement importantes. Alors, autre point important... L'annonce par les médias d'un dispositif hors norme pour finir finalement de décourager les gilets jaunes volontaires. On a par exemple Le Monde qui parle de 89 000 membres de forces de l'ordre et qui mentionne les fameux 12 blindés. Une présence des blindés qui a été largement traitée par les médias. On a par exemple cet article du Parisien qui en parle. Et puis on a également eu des interpellations préventives avec par exemple Nicole Belloubet qui le vendredi annonce qu'il y a eu des interpellations préventives, tandis qu'elle le nie le lendemain de la manifestation. Donc là, il y a quelque chose, un mensonge ou une incompétence selon Gilbert Collard qui a relevé cette bizarrerie, cette étrangeté. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Yves ? Je crois qu'il y a à la fois le mensonge et l'incompétence. Il y a aussi tout de même une extrême malveillance politique. Parce qu'on fait de la détention préventive pour des gens qu'on suspecte d'être des opposants politiques, mais on ne peut pas faire de mesures préventives pour les terroristes. Donc il y a quand même... On voit quel est l'ennemi du pouvoir. Ce ne sont pas les terroristes islamistes, ce sont les opposants politiques. Et ça, c'est quand même assez grave. Et Belloubet, qui n'est pas très fine, elle a lâché un peu le morceau, quoi. Alors, ces interpellations préventives avaient lieu avant la manifestation du 8 décembre. Et puis, pendant la manifestation, il y a eu une offensive médiatique de minimisation et de diabolisation. Tout d'abord avec le comptage des manifestants
qui a été calqué toute la journée sur le chiffre de la mi-journée donné par M. Castaner. On a par exemple BFM TV qui parle de 31 000 manifestants en France à la mi-journée, et puis Le Monde qui reprend ce comptage dans un tweet. Alors, Jean-Yves Le Gallou, ce comptage à la mi-journée, il a duré toute la journée, c'est un peu étonnant quand même. Oui, alors c'est le bobard classique, je dirais, par alliance police-média. Ça, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que la technique de la police, quand elle veut minimiser, elle sort les chiffres très très tôt. Donc, évidemment, si vous sortez les chiffres avant le début d'une manifestation, il n'y a pas grand monde. Donc on sort des chiffres très très tôt et on sort un ajustement beaucoup plus tard. Et pendant toute la journée, les médias ont colporté ce mensonge, mais ahurissant, de 30 000 personnes sur toute la France, alors qu'on voyait beaucoup de monde à Paris, qu'on voyait beaucoup de monde dans les grandes villes de province, beaucoup de monde sur les ronds-points, mais ils ont colporté le message. C'est le bobard un petit peu par décalage, et on annonce le vrai chiffre beaucoup plus tard, quand il perd de son importance, parce qu'il y a moins de gens qui l'écoutent. Alors, autre chose qui s'est passée pendant la manifestation, eh bien, c'était la présence d'un expert que nous connaissons bien, puisqu'il était à l'honneur dans le dernier immédiat, Sylvain Boulouc. Alors, on va regarder la vidéo tout de suite. Donc, vous avez toute une partie de ces gilets jaunes qu'on est en train de voir à l'écran qui appartiennent à la mouvance de la droite radicale, qui cherchent l'affrontement pour une logique très simple, qui est provocation, déstabilisation du régime, répression et ordre nouveau. Jean-Yves Le Gallou, on voit à nouveau Sylvain Boulouc qui fait des siennes et encore une fois invité sur CNews, alors même qu'il a été largement discrédité la semaine d'avant. Oui, mais précisément, il est invité non pas parce qu'il s'est discrédité en racontant des bobards et des sornettes, il est réinvité parce qu'on sait qu'on peut lui faire confiance. Il va raconter les sornettes qu'on attend de lui, indépendamment de toute réalité, parce que franchement, les images qu'on voit, c'est très difficile de savoir d'où viennent les gens qui sont là. Il a été repris immédiatement par une journaliste en plateau qui lui a dit que c'était pas le cas. Il y a probablement d'ailleurs des gens de différents milieux. Bon, voilà. Mais il est invité parce qu'il dit des sornettes. Voilà, un expert, c'est quelqu'un qui ment en prenant l'air sérieux. C'est ça l'expert. Alors tout ça, c'était pendant la manifestation. Et puis après la manifestation, eh bien, selon plusieurs médias, eh bien, tout a été calme finalement. On voit par exemple le journal du dimanche qui parle d'une mobilisation en décrue, alors que finalement le chiffre de participants était stable. Et puis on a RTL qui parle d'une ambiance plutôt calme. On regarde la vidéo tout de suite. Il y a ambiance donc plutôt calme, peu d'incidents graves. Le Parisien titre « Cette fois, le chaos n'a pas triomphé ». Et puis France Inter parle d'un calme tout relatif. Alors tout relatif, mais un calme quand même. Sauf qu'on apprend dès le lendemain que les dégâts ont été encore plus importants à Paris et même en province. Par exemple, Le Figaro nous l'annonce. Et Valeurs Actuelles, eh bien, titre sur le succès factice de Christophe Castaner. Donc Jean-Yves Le Gallou, comment expliquer cette différence entre la réalité et puis le traitement médiatique, tout simplement? Je crois qu'en dehors de Valeurs Actuelles, les médias ont repris purement et simplement les éléments de langage du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur a dit « il y a moins de monde », ils ont dit « il y a moins de monde ». Le ministre de l'Intérieur a dit « ça s'est bien passé », ils ont dit « ça s'est bien passé ». Eh bien, c'est doublement faux. Il y a eu autant de monde, d'après les chiffres officiels, 135 000 la semaine d'avant, 129 000, je crois, cette semaine. C'est la même chose. Je ne sais pas si les chiffres sont exacts, mais enfin, si je m'en tiens aux chiffres officiels, c'est le même nombre. Donc, il n'y a pas de décrue, il n'y a pas de déclin. Et le calme, pas du tout. Il y a eu plus de dégâts, tout simplement parce qu'on a laissé opérer les pillards venus de banlieue, et qu'une fois que les cellules de garde à vue étaient remplies d'opposants politiques, il n'y avait plus de place pour les pillards de banlieue, ou très peu de place pour les pillards de banlieue. Donc, ça s'est plutôt plus mal passé, et deux, il y a eu autant de monde. Et les médias ont dit exactement l'inverse. On est vraiment là dans le mensonge d'État, le mensonge médiatique d'État. Alors, au-delà de cette question des dégâts, eh bien, il y a la question des violences policières. Alors, je sais que vous n'aimez pas trop le terme de violence policière, mais... Je crois qu'en l'occurrence, il y a eu beaucoup de violences de la part des forces de l'ordre. C'est un peu inévitable dans la répression d'une manifestation. Mais je crois surtout que les violences les plus graves ont été organisées par la manière dont le ministre de l'Intérieur, M. Castaner, a conçu le maintien de l'ordre, voilà. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu des violences, on va en parler, graves d'ailleurs, mais personnellement, je mettrais moins en cause
les CRS ou les gendarmes que ceux qui ont conçu la répression de la manifestation dans des conditions qui permettaient cette violence. Il ne faut pas se tromper, ce n'est pas le lampiste qu'il faut viser, si j'ose dire. C'est pas le type qui manie la grenade ou le flashball, c'est ceux qui organisent les ordres pour ce maintien de l'ordre. La vraie cible, c'est Castaner. Alors malheureusement, il y a une jeune femme qui a été blessée dans la manifestation de samedi dernier, Fiorina. On a pu voir certaines images très violentes des moments qui ont suivi la blessure, causée soit par un flashball, soit par une grenade lancée par la police sur une foule, qui, selon la jeune femme et ses proches, étaient pacifiques au moment du drame. On voit d'ailleurs très bien, parce que les témoins, ils peuvent parfois dire des choses, c'est à vérifier, on voit très bien que la jeune femme n'est pas équipée en manifestante violente. Effectivement, elle est habillée tout à fait d'ailleurs, déjà, si elle était équipée en manifestante violente, elle aurait au minimum des lunettes de protection, elle aurait un masque à gaz, elle aurait un foulard, elle n'est pas équipée du tout comme ça, on le voit sur les images. Donc on voit que c'est une jeune fille qui était venue manifester tout à fait pacifiquement, peut-être insuffisamment équipée d'ailleurs. Et donc, elle a été grièvement blessée puisqu'elle a perdu un œil malgré l'intervention des street medics sur place rapidement. Tout de suite, la solidarité s'est organisée avec la création par Damien Rieu, en accord avec ses proches, d'une cagnotte Litchi qui a réuni plus de 40 000 € à l'heure où je vous parle. Elle a évidemment salué cette mobilisation de son lit d'hôpital. Et Valeurs Actuelles a parlé de cette cagnotte, en parlant d'une cagnotte pour aider une gilet jaune éborgnée qui atteignait à l'époque 28 000 €. Russia Today a également parlé de cette cagnotte lancée pour soutenir Fiorina. Et puis Russia Today qui a aussi reçu le compagnon de Fiorina sur le plateau pour entendre sa version des faits. Et donc c'était quelque chose d'assez intéressant. Et on a pu voir que cette question des violences policière ou d'État, en tout cas, elle émergeait petit à petit et c'était assez intéressant à noter. Alors, cette question de l'affaire Fiorina, normalement, les médias auraient dû en parler, mais ils ont choisi de faire le silence. Les seuls qui en ont parlé, ce sont les médias alternatifs. C'est Boulevard Voltaire, c'est TV Liberté, c'est Russia Today, c'est Sputnik, c'est Riposte Laïque. Donc, l'affaire a pu être portée à la connaissance d'un public assez large et on a vu effectivement que la cagnotte Litchi a fonctionné. Mais il faut savoir toutes les difficultés que cette jeune fille va avoir après. Parce qu'évidemment, il va y avoir un appareillage pour remplacer l'œil qu'elle a perdu et qu'elle ne retrouvera jamais. Et puis, il y aura aussi des suites judiciaires. Au pénal et sans doute à l'administratif pour obtenir une indemnisation de l'État qui vont être très longues. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, on ne lui fera pas de cadeau. Il y aura une première instance, il y aura un appel, il y aura une cassation au pénal. Et s'il y a l'administratif, il y aura une première instance, il y aura un appel, il y aura une cassation. Donc ça fait 6 procès qui vont suivre. Donc la jeune fille va avoir de longues batailles à livrer après. Alors, pour faire valoir ses droits face à des dommages qui ne sont absolument pas justifiés d'aucune manière. Alors, puisqu'on parle de répression judiciaire et policière, il est à noter que l'association Cicero, qui est une association qui vise à soutenir les prisonniers politiques en France, organise une tombola de Noël en ce moment sur Facebook. Donc, le Facebook, c'est Association Cicero. Donc, c'est un geste à faire pour soutenir les personnes qui ont été notamment emprisonnées en marge du mouvement des Gilets jaunes, pour que, évidemment, leur Noël soit un petit peu plus sympathique que ce qu'il va être, malheureusement, puisque passer Noël en prison, c'est jamais une bonne chose. En l'état actuel et à ma connaissance des choses, il y a des détenus politiques, c'est-à-dire des gens qui sont détenus pour des raisons politiques. Dont certains qui ont été arrêtés préventivement. Qui ont été arrêtés préventivement. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de pillards détenus. Voilà, mais le gouvernement a fait ses choix. Et les médias aussi. Passons aux tweets.
Eh ben, écoutez, on va donner 2 coups de chapeau pour commencer. Allons-y. À Aude Lancelin, qui a relayé sur Twitter l'information sur Fiorina, qui est une militante patriote et pas une militante de la France insoumise. Et puis à Bruce Couturier, de France Culture, qui nous parle du complotisme, qui défend le complotisme, mais le complotisme autorisé. Il a trouvé la solution. Les gilets jaunes, c'est Poutine qui est derrière. La semaine dernière, on nous disait que c'était Trump. Mais enfin, non, il a parlé d'influence extérieure. Ouais, d'influence extérieure. Ah oui, mais non, mais il en a remis pas mal la couche. Hein. Oui, c'est vrai. Il a mis plusieurs fois la couche. Voilà. Donc bravo, le complotisme, c'est autorisé sur France Culture avec Brice Couturier. Et puis, Aude Lancelin, au moins, elle a pris position en prenant les faits, indépendamment de l'idéologie réelle ou supposée. Et des pressions qu'elle a subies. Et des pressions qu'elle a subies de ses petits camarades un peu intolérants sur les bords. Voilà, très bien. Alors, on a quelque part l'expression interpellation préventive. Ben oui, quelle est la différence entre une interpellation préventive et une interpellation arbitraire ? C'est pas forcément évident. D'autant plus que les interpellations préventives, on les fait pour les uns, mais pas pour les autres. Dernier point, il y a quelqu'un qui s'interroge sur le fait que l'Étoile Rouge de Belgrade, le grand club de foot de Serbie, dit la France c'est fini, la France a changé. La France n'existe plus. La France n'existe plus. Il se demande pourquoi. Je pense qu'il y a 2 explications. La première, c'est que la France, qui était l'alliée de la Serbie, n'existe plus puisqu'elle a humilié, le président Macron l'a humilié lors des cérémonies de l'armistice, le 11 novembre dernier. Et puis, elle n'existe plus parce que je ne pense pas que le pillard de banlieue, ce soit l'idée que le supporter de l'Étoile Rouge de Belgrade se fasse de la France. Très bien, Jean-Yves. Passons au 3e sujet. Il faut sauver le soldat Macron. Alors, il faut sauver le soldat Macron. La formule n'est pas de nous. Ça aurait été pas mal, mais non. Elle est de plusieurs journalistes et éditorialistes. Une formule donc en forme d'aveu assumé qui a d'abord été utilisée dans une tribune de l'Obs du 7 décembre par Serge Raffi. Et puis le même jour, le 7 décembre, donc avant la manifestation, sur BFM TV, Éric Brunet emploie également l'expression « Peut-on sauver le soldat Macron ?» Le 9 décembre, après la manifestation des Gilets jaunes donc, Le Figaro publie une tribune avec le même terme utilisé, Nicolas Bavérez, il faut sauver le soldat Macron. Alors, Jean-Yves Le Gallou, déjà, on note qu'il y a une similarité dans les termes et aussi un aveu de vouloir sauver Emmanuel Macron. Oui, alors, ça a un grand mérite finalement, cette affaire. Et je crois qu'il y aura un avant et un après Gilets jaunes, quelle que soit la manière dont les choses évoluent maintenant. C'est que la connivence des pouvoirs, et la connivence du pouvoir médiatique et du pouvoir politique, qui était déjà apparu au moment de la manif pour tous, mais peut-être de manière moins nette, là apparaît totalement. Les médias sont totalement du côté du pouvoir, du côté du gouvernement, du côté d'En Marche, contre les Gilets jaunes, et ça se voit. Et ça va laisser des traces très importantes. Alors les médias se plaignent d'être pris à partie par les manifestants, mais juste à titre, ils sont le pouvoir. Et les manifestants contestent le pouvoir. Donc ils s'en prennent aux médias. C'est un début. Alors après le Continuons le combat. Continuons le combat, effectivement.
Après le discours d'Emmanuel Macron, eh bien, les journalistes ont donc défendu le président de la République avec en première ligne eh bien, Jean-Michel Apathy, aplati pour les intimes, qui, dans un tweet, note « Le ton, le contenu, les propositions. Emmanuel Macron a réussi l'intervention qu'il ne pouvait pas manquer. S'il y a un acte 5 des Gilets jaunes, il faudra en expliquer sérieusement la raison. » Donc c'est une défense très ferme et qu'il répercute une autre fois dans un tweet. SMIC, heures supplémentaires, retraités, contribution des plus riches, l'intervention de Macron répond à beaucoup d'attentes des Gilets jaunes. Ceux qui appelleront encore à manifester poursuivront d'autres buts inavouables que l'amélioration du pouvoir d'achat. Alors, je crois qu'il n'a pas compris les manifestations, les revendications des Gilets jaunes. Il y a effectivement des revendications en pouvoir d'achat, peut-être. Il y avait d'abord des revendications en termes de fiscalité. Moins de fiscalité. Là, il n'y a pas de réponse. Bon. Il y a des dépenses en plus. Il y a des revendications, au-delà des revendications matérielles, il y a des revendications en termes d'identité. Beaucoup de Gilets jaunes ont contesté le pacte de Marrakech, que M. Macron s'est empressé d'aller faire signer. Et il y a des revendications en termes de démocratie, et notamment de démocratie directe et de référendum d'initiative populaire. Il n'y a pas non plus de réponse. Donc, M. Apathy, il n'a pas bien compris le dossier, ou alors il ne l'a pas étudié, ou il ne veut pas le comprendre peut-être. Alors on l'a vu dans les tweets, Brice Couturier répond également sur Twitter après le discours d'Emmanuel Macron et déclare « Il faut maintenant un retour à l'ordre républicain pour éviter la ruine du pays et enrayer un processus de guerre civile désiré par quelques factieux appuyés sur les réseaux sociaux par des puissances étrangères. » Donc on a un rappel un petit peu complotiste. Oui, légèrement comme vous dites. Oui. Exactement. Parce que par contre le fait de dire que M. Macron a été mis en place par la French American Foundation et le groupe du Bilderberg, ça, ce serait complotiste. Exactement. Et pourtant, il a fait ces voyages-là, M. Macron. Et puis, autre défense d'Emmanuel Macron, l'inévitable Bernard-Henri Lévy, qu'on ne présente plus. Gilets jaunes, l'opinion se lasse, les chaînes d'infos qui mènent le bal vont se réintéresser au reste du monde. Le Pen et Mélenchon, qui vivent sur la bête, vont les lâcher en race campagne. Le plus sage, prendre ce que la lutte a permis de gagner et rentrer fêter Noël. Donc je ne sais pas si vous retournerez fêter Noël. BHL fête Noël, c'est sympathique, ça, c'est bien. Donc c'est assez étonnant. Et donc on voit qu'il y a quand même une défense des journalistes de Macron qui est très claire. Effectivement, on est mais de certains éditorialistes, en tout cas, on ne va pas mettre tous les journalistes dans le même sac, évidemment, mais il y a certains éditorialistes qui prennent position très puissamment en faveur d'Emmanuel Macron. Il y a clairement une alliance du pouvoir médiatique et du pouvoir politique, ce qui est assez normal d'ailleurs, puisque ce sont quand même les médias qui ont mis en place Macron. Ils l'ont donné parfois l'impression de le lâcher un peu, hein, on en a parlé dans différentes émissions, mais là, face au péril, ils se sont ressoudés autour de lui. Très bien, Jean-Yves Le Gallou, est-ce que vous avez un coup de chapeau en cette fin d'émission ? Eh bien écoutez, un coup de chapeau aux Gilets jaunes qui ne se laissent pas démobiliser par la presse, un coup de chapeau aussi à tous ceux qui sont venus en soutien moral et financier à cette jeune fille, Florina, qui a perdu son œil dans l'affaire. Et puis, un coup de chapeau à tous ceux d'entre vous qui, avant la fin de l'année, vont apporter leur petit Noël à TV Liberté. Parce que sans les donateurs, nous ne pourrons pas continuer à faire ce travail de réinformation que nous faisons, allez, à 1 contre 100, à 1 contre 1000, à 1 contre 10 000. Alors, franchement, aidez TV Liberté. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est la fin de l'émission. Comme d'habitude, n'hésitez pas à envoyer vos ressentis sur cette émission, votre veille médiatique à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans actuellement. Et puis, Jean-Yves, il ne nous reste plus qu'à nous dire à la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine.